On va commencer par le traditionnel rappel de comment fonctionne Altoa pour les nouveaux clients qui nous découvrent à l'occasion de ce webinaire. Et ensuite, on va passer rapidement aux détails du projet donc Pump Mercière, qui est donc le deuxième projet à Lyon et le deuxième avec MyWin Invest. Donc, je suis accompagné de Gilles et de Cédric. Pour ceux qui étaient là au webinaire pour le projet Croix-Rousse, vous avez déjà eu l'occasion de les voir. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat. On les reprendra toutes au moment des questions-réponses. Une fois qu'on aura tout traité, si besoin, on pourra prendre des questions en live en rouvrant les micros tout à la fin de la présentation. Donc, rebrief rapide de Atoa, comment ça marche. Donc, le principe, c'est que vous ayez le moins de choses à faire. Donc, essentiellement, souscrire, regarder comment ça se passe, nous challenger en cas de besoin. Voilà, mais l'objectif, c'est qu'on définit une stratégie locative, le business plan, le financement de l'opération, la commercialisation des parts ou tokens, et nos investisseurs reçoivent ensuite leurs revenus sur leur compte Atoa. Ensuite, libre à vous de laisser ce revenu s'accumuler sur votre compte pour vous en servir éventuellement pour réinvestir, ou bien de le sortir vers votre compte en banque via un virement. On est très attentif à ce que nos investissements proposés soient inclusifs, que ce soit accessible absolument à tout le monde. On est toujours très content quand la proportion de clientes augmente, voilà, parce que on a beaucoup de clients masculins, mais on est attentif aussi à ce que on rende accessible ce type d'investissement aussi au public féminin. Et on est content de voir qu'on a de plus en plus d'investisseuses, d'améliorer la performance énergétique et la valorisation des biens. Donc, on propose de façon générale des biens sur lesquels on va créer de la valeur avec la transformation, avec la rénovation. Bon, je pense que sur celui-là, on est sur un modèle du genre. Et également la qualité de ce qui est proposé aux locataires. Alors, évidemment, pour un sujet de valeur, mais pas que. Un locataire qui est content, quand on est sur de la location longue durée, bah, c'est un locataire qui reste longtemps. Et donc, la stabilité, c'est un meilleur rendement pour les investisseurs. Et évidemment, en courte durée, bah, c'est un bien qui est bien noté et donc avec un taux d'occupation plus important sur l'année. Et donc, encore une fois, un meilleur rendement pour l'investisseur. On est sur quelque chose d'extrêmement simple. Ceux qui l'ont déjà fait, je pense, le confirmeront et ceux qui vont le découvrir vont le vivre. La création de compte, ça fait en quelques minutes. On choisit le nombre de parts de 50 euros dont on va faire l'acquisition. On valide son contrat, on émet son paiement, on remplit ses pièces justificatives si elles ne sont pas encore validées. Une fois qu'on a finalisé la collecte du montant, on signe l'acquisition du bien. Là, on fait donc une transformation, on va en parler, puis on distribue la quote-part de revenus mensuels à nos clients. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vous qui gérez ce que vous faites des revenus mensuels qui vous sont reversés. Et vous allez pouvoir, dans les prochains mois, revendre éventuellement toute ou partie de vos parts, de vos tokens, si vous en avez besoin. Un petit mot sur la pierre angulaire du modèle Atoas qui assure un transfert de propriété vers nos investisseurs. Donc, on utilise une fiducie sûreté. La fiducie sûreté, ça commence par un constituant, en l'occurrence, c'est nous, qui fait l'acquisition d'un actif. On transfère la propriété, la vraie propriété de cet actif à ce véhicule, la fiducie sûreté, qui va conserver la propriété de l'actif pour le compte de celui qu'on appelle le bénéficiaire. Et donc là, en l'occurrence, les bénéficiaires, ce sont nos porteurs de jetons. Et donc, quand vous avez acheté 1% des parts de 50 euros qui sont émises sur un projet, vous êtes bénéficiaire pour 1% de cette fameuse fiducie sûreté. Et un troisième acteur, alors qui est ravi de ne rien avoir à faire tant que tout se passe bien, c'est le fiduciaire. Donc pour nous, c'est un cabinet d'avocats qui assure cette fonction-là. Qui, en cas de problème, le problème extrême pourrait être une disparition d'Atoa,
va s'assurer que les actifs sont mis sur le marché, vendus au bon prix et redistribuer le prix de la vente au prorata des jetons que vous avez sur un bien. Voilà, donc effectivement, les biens ne sont pas la propriété d'Atoa. Une fois ce transfert réalisé, et donc le transfert de propriété protège les investisseurs d'un éventuel aléa qui pourrait être lié à l'émetteur, donc nous. Voilà, donc ça c'est vraiment la pierre angulaire du modèle. On est les seuls à proposer ça aujourd'hui. Il y a un peu de savoir-faire, de complexité et de créativité pour le rendre accessible à tous. Voilà, ça fait partie des choses différenciantes qu'on a réussi à faire depuis bientôt 3 ans que nous opérons. Et s'il y a des questions sur le montage plus précis, bien entendu, on pourra y revenir à la fin. Nos clients habituels maintenant connaissent la sécurité apportée par la fiducie, mais effectivement, c'est nouveau pour beaucoup de personnes. Le projet. On va y arriver. Alors, on va vous parler rapidement du projet. Je laisserai Guillemette prendre la main sur la partie chiffrée. Voilà. Et encore une fois, n'hésitez pas à écrire vos questions ou à les poser en fin de présentation. Donc, on ne peut pas faire beaucoup mieux en termes de cœur de ville de Lyon. Voilà, vous avez donc la ville sur le plan de droite avec la situation de l'immeuble. Donc, 53 rue Mercière sur la presqu'île lyonnaise. Donc dans les grandes villes, alors je vais prendre une analogie parisienne que probablement plus de gens connaissent. Il y a des quartiers que tout le monde recherche et il y a des rues que tout le monde recherche, des rues qui sont un peu des points de repère dans une ville. Voilà, si je prends l'équivalent parisien, si on vous dit rue de la Boétie, si on vous dit rue Montorgueil, voilà, c'est des rues un peu mythiques, un peu repères dans la ville. Eh ben, la rue Mercière, ça fait partie de ces rues repères dans la ville de Lyon, rues que tout le monde connaisse, en particulier parce que on est en plein cœur de la ville, quartier historique. Vous verrez sur les photos une rue piétonne où il y a énormément de commerces, de restaurants. Voilà, et donc une rue qui est extrêmement fréquentée, à la fois par des Lyonnais, mais aussi par beaucoup de touristes. On est en plein cœur du quartier touristique, ce qui évidemment nous a conduit à bâtir ce projet autour d'une activité para-hôtelière, donc location courte durée. Alors, sur le marché immobilier local, vous voyez qu'il y a eu une correction en particulier ces 2 dernières années, comme un peu tout le marché national. Mais ce qui vous montre aussi que on est sur un vrai bien patrimonial. 7%, ça peut paraître important, mais c'est peu finalement quand on compare ça à la correction de l'ensemble du marché immobilier. Donc on est sur un quartier, une adresse, voilà, vous voyez, quartier Cordelier-Jacobin, qui a résisté à cette phase de correction, ce qui fait partie des définitions de l'immobilier patrimonial. Et donc, on achète cependant dans plutôt un creux, parce qu'il y a une opportunité demain pour le rendement qui est distribué aux investisseurs. Alors, quelques photos qui sont toutes à moins de 300-400 mètres de l'immeuble. Voilà, vous avez un rappel sur Google Maps d'où il se trouve. Voilà, donc la presqu'île sur laquelle est située la rue Mercière, ces lieux des théâtres, des lieux de culture, des restaurants. Voilà, vous avez la grande photo avec le bistrot de Lyon, c'est la rue Mercière le soir. Et juste à droite, vous avez la rue Mercière de jour. Et donc, vous voyez qu'on voit des tables en terrasse un peu tout du long. Voilà, donc il y a vraiment le choix pour aller se restaurer. Si je passe sur les 3 photos du bas, vous avez à gauche la place des Jacobins qui est au bout de la rue pendant la fête des Lumières. Voilà, ça, c'est un moment un peu clé à Lyon et aussi un moment de haute saison pour la location courte durée, le Palais de la Bourse et la place des terreaux. Voilà, donc vous voyez les bâtiments, on est vraiment sur le centre historique avec de très belles bâtisses
On est en plein cœur de ce quartier-là. Voilà, donc on est à nouveau extrêmement bien situé dans l'absolu et dans une rue un peu mythique de la ville en plus de ça. Alors, donc, My Good Invest réalise l'acquisition de l'ensemble de l'immeuble. Dans cette acquisition, donc nous, on achète notre plateau, donc qui fait 100 mètres carrés, qu'on va diviser en trois lots. On va voir derrière sur des plans à quoi cela correspond. Et donc, encore une fois, une destination para-hôtelière, donc Airbnb, Booking ou du direct. Et donc, on va réaliser trois lots qui seront T1 ou T1 bis. Et donc, le budget total du projet, c'est 648 000 euros qu'on fera souscrire par fraction de 50 euros, comme on a l'habitude aujourd'hui. Élément très important, vous voyez les deux photos en haut à droite. On parle de plateaux qui sont déjà curés, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que la coque, tous les murs porteurs, mais tout le reste a été débarrassé. Donc la démolition est faite, les gravats ont été évacués. Donc globalement, une fois qu'on signe, on attaque immédiatement les travaux d'aménagement. Et si vous regardez la photo en bas à droite, vous verrez sur le plan tout à l'heure, en bas à droite, en bas à gauche, pardon, c'est la cour intérieure de l'immeuble avec l'escalier donc qui dessert l'ensemble des étages. Et on est sur quelque chose de très beau. Voilà, c'est pas toujours très beau une cour intérieure d'immeuble, mais là ça a du charme et donc la vue sur rue a son charme et la vue sur cour a son charme également. Alors si on regarde ça vu de dessus, voilà à quoi ressemble un étage complet de l'immeuble. Donc vous voyez au milieu en blanc la cour intérieure, en jaune l'escalier. À votre gauche en rose, on a le plateau de 100 mètres carrés. Donc c'est celui-là que nous achetons au troisième étage de l'immeuble qu'on va transformer. Vous verrez le plan juste après. Et donc à droite en orange, on a des lots qui seront pour de l'habitation résidentielle puisqu'ils sont côté court, plus au calme. Voilà, donc on met l'activité para-hôtelière côté rue Mercière, là où c'est animé, pardon, et le résidentiel côté court. Voilà, mais donc le projet à toi, c'est sur la partie rose du troisième étage. Alors, si on va à la projection plan, vous voyez, donc on fait trois lots qui font le plus petit 27 mètres carrés et demi et le plus grand quasi 30, 29,36. Voilà, vous avez un lot qui est matérialisé en rose, un en jaune, donc qui sont les deux lots qui ont leurs fenêtres, leurs ouvertures sur la rue Mercière. Et le lot en bleu qui est en longueur là, puis avec la partie WC salle de bain, qui donne lui sur le côté court. Voilà, et donc ça nous fait trois lots avec un lit double et également la possibilité de plus de couchage avec le canapé qui sera dans chacun des lots. Alors, si je reprends la parole, on passe au business plan. Les chiffres, vous les avez ici. Donc, ce qui est très important, ce que Mehdi a précisé, c'est que Atoa rentre dans cette opération non pas en rachetant un plateau à un marchand de biens qui a déjà fait l'acquisition et qui revend à la découpe, mais on rentre en même temps que My Good Invest, ce qui fait qu'on acquiert ce plateau de 100 mètres carrés à un très bon prix puisqu'on est un tout petit peu au-dessus de 4 000 euros du mètre carré pour ce plateau. Ce qui nous permet effectivement de faire une très bonne opération, hein, vraiment ce qu'on a appelé type marchand de biens, même si on va la conserver un petit moment. Donc on fait un achat de ce plateau pour 440 000 euros. On a des frais d'achat de 37 000 euros. Donc on est achat en marchand de biens, donc avec des frais de transaction réduits. 113 000 euros de travaux qui comprennent la quote-part des travaux des parties communes. On y reviendra, mais il y a notamment l'objectif d'installer un ascenseur qui desservira l'ensemble des lots. Donc nous, on est au troisième étage, on pourra revenir sur ce point. Et bien entendu, les travaux de division, d'aménagement et d'ameublement des trois lots
dont on fait l'acquisition. Donc ça comprend, les 113 000 euros comprennent vraiment l'ensemble des travaux. Les honoraires d'ATOA et de fiducie, donc de 58 000 euros, donc pour un coût de revient global de 648 000 euros, divisé en 12 960 tokens de 50 euros. Donc chacun peut acheter un ou plusieurs tokens selon la location que vous voulez faire de cet immeuble dans votre portefeuille. Voilà. À noter que on a une rémunération au succès qui est prévue également à la sortie, donc quand on fera la revente, et qui est à un montant de 5% des parts. Donc, on prendra un petit pourcentage sur la revente des parts au moment de la sortie. Qui est évidemment chiffré dans le business plan que Oui, l'IMED présente à présent. tout à fait. Donc, le déroulé. Alors, donc, l'acquisition, c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé du timing. L'acquisition devrait se faire donc, vers la mi-mars, avec, comme l'a dit Mehdi, un démarrage des travaux quasi immédiat, puisque bah, vous l'avez vu, les plans sont faits, les entreprises de travaux sont déjà mobilisées, puisque on mobilise les entreprises qui interviennent déjà sur notre immeuble à la Croix-Rousse. Donc, ce qui est une grande chance, c'est pas très loin, on ne vous l'a pas forcément montré sur le plan, mais les entreprises vont pouvoir mutualiser. Donc, démarrage des travaux dès le mois d'avril, avec une réception prévue des travaux fin août. C'est vrai qu'on nous a fait la réflexion que ça pouvait paraître rapide, mais avec tout le travail amont qui a été réalisé, le fait que les lots sont déjà curés, ces travaux vont pouvoir se faire effectivement de manière assez efficace pour une mise en location à partir de septembre. À ce moment-là, peut-être que tous les travaux côté partie commune ne seront pas réalisés, mais le fait est que on est au troisième étage. Donc, quand bien même on fait de la location courte durée, le troisième étage est encore tout à fait acceptable, même si on n'a pas d'ascenseur pour y accéder pour les touristes. Euh, donc, mise en exploitation à partir du mois de septembre. Ici, on vous présente les chiffres de 3 années complètes d'exploitation avec une revente fin 2028. Euh, c'est l'objectif. Vous n'avez pas dans cette partie-là la partie locative qui sera de septembre à décembre 2025. C'est un petit peu la mise en route en location courte durée, même si on a toujours des très beaux mois, notamment au mois de septembre en LCD et à Lyon en particulier au mois de décembre, avec la fête des Lumières début décembre et les marchés de Noël fin décembre. Décembre est généralement un très bon mois aussi en locatif. Donc se rajouteront à ces chiffres une petite quote-part de revenus et de charges, bien entendu, sur le dernier trimestre 2025. Mais pour une vision exhaustive en année pleine, donc on vise des loyers en location courte durée de 108 000 euros. Charges et gestion, donc bien entendu, qui sont assez lourdes, puisque pour le coup, on a une conciergerie qui va faire tout le suivi, les ménages et la petite maintenance des appartements. Alors, on a des charges de société, comme vous le voyez, il y a un montant assez élevé en 2026 et moindre en 2028. Euh, on- le choix qu'on a fait chez Atoa, c'est qu'on va mutualiser un certain nombre de coûts sur la gestion, le suivi, la comptabilité et notamment les frais bancaires également et de trésorerie de nos sociétés. Et donc, on va facturer un forfait, on va dire, création de la société et suivi sur la durée du business plan un peu au début. Et ensuite, on aura des frais bien moindres sur les années suivantes. Voilà, impôts et taxes qui incluent bah, notamment la taxe foncière. Et donc, on a un objectif de redevance versée, donc de rendement qui va vous être distribué tous les mois, donc de 6,9% la première année jusqu'à 7,1%. Donc, on a une moyenne aux alentours de 7% de reverser au mois le mois. Bien entendu, à partir du moment où l'activité location courte durée sera
on va dire, un peu mise en place et il tournera à son plein régime. On a également, bien entendu, une prise de valeur du token qui est assez importante, puisque la réalisation des travaux permet de créer une vraie plus-value entre le prix de revient, le coût de revient global avec les travaux et le prix de vente. Donc, je pense qu'on reviendra aussi sur ce sujet. Je sais qu'il y a des questions. On est très confiant et je pense que là-dessus, Gilles et Cédric pourront également enfin, vous rassurer sur les objectifs de prix de revente. On n'est pas sur une opération purement d'habitation. Euh, on, on monte un business. On va avoir le temps, donc au moins 12, 18, peut-être 24 mois d'exploitation pour avoir des bilans les plus optimaux possibles en location courte durée. Et c'est vraiment cette activité qu'on va revendre au bout des 3 ans. Voilà, donc on est sur un TRI cible qui est assez exceptionnel pour du Lyon hypercentre, hein, avec donc 7% de rendement reversé et une plus-value aux alentours de 4%. Donc on est quasiment à 11% de TRI. Gilles va vous dire juste après qu'on peut faire mieux. Mais comme vous le savez, nous sommes très conservateurs sur les chiffres. Mais on préfère voilà, vous annoncer des chiffres qui sont atteignables et faire mieux que ce qu'on dit. Toujours le petit exemple pour 500 euros de souscrit, donc sur 3 ans. Donc pour 500 euros donc token investi, vous avez 105 euros qui sont reversés sur les 3 années. Une plus-value réalisée en dernière année de 61 euros, ce qui fait 670 euros, donc un gain de 170 euros et un TRI moyen annualisé de 10,9%. Mehdi, je te relaisse la main. Euh, alors, il vous reste plus qu'à courir vous inscrire pour ceux qui n'ont pas encore créé leur compte. Pensez que vous ayez déjà créé votre compte ou que vous allez le créer à alimenter dès que possible vos pièces justificatives pour qu'elles puissent partir en contrôle. Voilà, puisque même quand la souscription est faite et que le paiement est émis, les souscriptions ne sont définitives qu'une fois que la vérification anti-blanchiment a été réalisé. Voilà, et nous ouvrirons la souscription à 13h30. Voilà, donc dans la foulée du webinaire, voilà, pour ceux qui veulent se positionner dès la fin du webinaire, ça sera possible. Alors, moi, je n'ai pas du tout vu. Hop, on va prendre les questions. Je passe les bonjours. Alors, ça attaque dur. Petite question sur le marché secondaire. Est-il possible de revendre les tokens dans un marché secondaire et comment se matérialise la propriété des tokens? Alors, est-il possible aujourd'hui de revendre ces tokens? La réponse est non. C'est un sujet sur lequel on travaille. Notre objectif, c'est de pouvoir proposer un premier marché secondaire de gré à gré dans quelques mois. On vous donnera une date d'engagement. Ma cible, c'est que ce soit fait avant l'été pour la partie de gré à gré. Et dans un deuxième temps, il y aura la possibilité de revendre via ce qu'on appelle un marché secondaire facilité, donc une vraie bourse où vous pourrez mettre en vente un certain nombre de tokens avec un prix de vente souhaité et qu'en face, on ait des clients qui se positionnent sur ces tokens ou sur d'autres à un prix souhaité et puis avoir un vrai carnet d'ordre de façon à pouvoir animer un marché secondaire liquide. Voilà. Donc, il y aura deux étapes. La première qui est la capacité à opérer du gré à gré dans quelques mois et dans un petit peu plus longtemps, probablement fin d'année, au pire début d'année prochaine, mais on annonce des dates précises quand on est sûr de les tenir chez Atoa, vous aurez le vrai marché secondaire facilité.
C'est pas la peine de demander comment. Il y a quelques secrets de fabrication qu'on ne livre pas encore. Donc autant sur le marché secondaire de gré à gré, c'est pas compliqué. Sur un titre financier, tout le monde sait faire ça. Sur le marché secondaire facilité, voilà, on a demandé un statut juridique particulier qu'on a obtenu. Le détail de comment ce sera fait, bah, vous le verrez quand le lancement sera imminent. Voilà, bon, je pense que ça répond également à la question s'il arrive un imprévu durant la période, il est possible de récupérer les fonds investis. Bah, ça sera via la revente, comme vient de l'expliquer Mehdi, sachant qu'on est sur un projet relativement court. Donc, comment se matérialise la propriété des tokens? Ah oui, pardon. Non, non, Alors, comment il se matérialise? Il y a deux façons. Pour les clients qui le souhaitent et qui ont renseigné une adresse de wallet crypto, eh ben, on leur envoie leurs tokens. Donc, ils en assurent le stockage eux-mêmes. Pour les clients qui ne sont pas à l'aise avec ça, eux, ils vont rester sur finalement la vue de leur compte avec la liste de leur souscription. Et donc, eux sont inscrits dans un registre qui est déposé chez le fiduciaire pour qu'ils puissent identifier la liste des bénéficiaires. Voilà, pour les gens qui sont à l'aise avec la crypto, il y a soit des clients qui sont en registre de titres transmis au fiduciaire, soit un snapshot pour les autres, en particulier pour le jour où il y aura la capacité à revendre ces jetons. alors, projet est-il validé par 570 CD? Bon, ça a été répondu, mais oui, effectivement, pour ceux qui l'ont remarqué, nous avons rechargé la vignette du projet avec le logo 570 CD, puisque le projet a effectivement été approuvé, l'approbation finalisée ce matin. Donc, tout à fait, il est tout à fait conforme et éligible. Une personne morale, SASU SCI, peut-elle souscrire? Quel traitement fiscal et comptable? Alors oui, sur la souscription, une personne morale peut tout à fait souscrire. Vous On avez choisit bien entreprise quand on crée le compte. voilà. Ensuite, vous La avez particulier professionnel entreprise, on choisit bien entreprise pour avoir accès au KYB des entreprises. voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, il y a donc un KYB qui est une demande de documents un petit peu plus complète que quand on le fait en personne physique. Quel traitement fiscal et comptable? Là, ça va aussi dépendre du type de société. Sachant que les revenus sont des revenus de type financier, donc les rendements qu'on distribue mensuellement, et que bah, je ne sais pas s'il y a la question, mais tous les ans, donc, nous ne faisons pas de déclaration directe aux impôts, il n'y a pas de prélèvement à la source. Tous les ans, on vous envoie un compte-rendu, un rapport des revenus qui vous ont été reversés avec bah, une petite aide à la saisie pour les gens qui sont résidents fiscaux français. Sinon, pour chacun, donc c'est donc à chacun de déclarer ses revenus issus de la plateforme Atoa dans sa déclaration fiscale selon sa législation locale. Alors, question, alors sur le prix, donc je pense qu'effectivement, ça peut être pas mal. Peut-être Gilles, tu veux intervenir. Quel est le prix au mètre carré moyen dans la rue? Alors, le prix au mètre carré moyen, aujourd'hui, quand vous avez, ce que vous avez pris, c'est les références des meilleurs agents. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on est dans un emplacement qui est extrêmement divers en termes de prix au mètre carré, pour la bonne et simple raison que est-ce qu'on a des grandes surfaces, petites surfaces? Premier point, est-ce qu'on est sur des immeubles qui ont été rénovés ou non rénovés? Et troisième point, est-ce qu'ils ont un ascenseur ou pas d'ascenseur? Voilà. Donc aujourd'hui, quand vous allez par exemple à 100 mètres de là sur la place des Jacobins, vous pouvez avoir des choses qui sortent à 8-9 000 euros le mètre carré, mais vous n'arriverez jamais en dessous de 7 000 par exemple sur les Jacobins. Sur la rue Mercière qui est juste à côté, vous avez les références sur DVF notamment, hein, vous connaissez peut-être tous. En fonction de la surface, évidemment, un 29 mètres carrés ne se vend pas au même prix qu'un 100 mètres carrés. Et donc aujourd'hui, un 29 mètres carrés à Lyon rénové entièrement, de toute façon, il va y en avoir de moins en moins. On expliquera peut-être après pourquoi. Mais à un prix au mètre carré là-dessus, moi, ce que je table, quand j'ai finalisé, je pense que c'est des choses qui se vendent à 9 000 euros. Alors, ça fera certainement sauter les gens.
Mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'on est sur des toutes petites surfaces et qu'aujourd'hui, quand vous vendez un studio à Lyon, ben, vous n'avez plus rien. Alors, on est dans un climat de crise aujourd'hui peut-être, mais vous n'avez plus rien qui se vend à moins de 170 000 euros. Pour faire simple, si vous avez un 20 mètres carrés, il se vendra toujours 170 000 euros. Et on est sur des emplacements d'exception. Ce qui est évident, c'est que le fait qu'il y ait un ascenseur sera un plus. Et le troisième point qui est fondamental, et je rebondis sur une autre question qui est posée ensuite, c'est quelle est la législation et la réglementation attachée à ces lots. Ces lots, aujourd'hui, on achète un local commercial. Ce local commercial, il est dans une catégorie d'usage qui s'appelle activité de commerce et activité de service. Et la sous-destination s'appelle hébergement hôtelier et para-hôtelier. En d'autres termes, c'est que j'ai le droit de faire l'activité dite Airbnb, puisque légalement, je suis dans cet usage. Comme à Bordeaux, comme certains l'ont dit, on est à Lyon, on est sous la même réglementation et ils veulent évidemment faire en sorte qu'il y ait moins d'Airbnb. Mais ce qu'ils veulent pas, c'est que des habitations, donc des appartements qui étaient à usage d'habitation, puissent être transférés, comme à Paris, c'est la même chose, dans une activité de Airbnb, de location de courte durée, parce qu'en fait, on enlève des lots qui sont aujourd'hui de l'habitation, on les enlève à l'activité, à l'habitat lyonnais, pour faire simple. C'est la même chose à Paris, c'est la même chose à New York, c'est la même chose à Barcelone, vous l'entendez de partout. Et du coup, les gens préfèrent le louer en Airbnb. Et aujourd'hui, tout ce que vous entendez, c'est effectivement contre ça. Et Lyon n'échappe pas à la règle et ils sont évidemment contre. En revanche, nous, on achète un plateau qui est un commerce qui était une ancienne bijouterie et on a encore les coffres pour l'avoir et on a la fiche foncière de 1970 qui nous dit que c'était un atelier local commercial patati patata. Et donc, on n'enlève pas du tout d'appartements du stock de Lyon. Et au contraire, on crée des appartements qui sont dans un emplacement qui est extrêmement bien placé pour faire du meublé, justement, de courte durée. Et du coup, on n'a pas de risque juridique à ce niveau-là. Une autre chose, c'est que grâce à ça, on peut diviser les appartements, le plateau, en 3 appartements d'une trentaine de mètres carrés, 29 mètres carrés comme on l'a vu, grâce au fait qu'on est un local commercial. Si on n'était pas un local commercial, on serait soumis à une règle du PLU qui s'appelle la STML, la servitude de taille moyenne de logement, minimale de logement, et qui nous oblige à avoir 70% des surfaces qui font plus de 42 mètres carrés et des T2. Donc en gros, ce qui va se passer dans les divisions à venir, dans les années à venir à Lyon, et depuis 5 ans, c'est qu'on ne va plus pouvoir avoir des petits studios de tout ce qui s'est fait un peu n'importe comment depuis une quinzaine d'années. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les appartements de 25, 20, 25, 29, 30 mètres carrés, moins de 40 mètres carrés vont être de plus en plus rares. Ça veut dire que le prix des appartements, le volume, là on parle pas de prix au mètre carré, mais on parle de volume, c'est-à-dire que pour pouvoir acheter un appartement à moins de 250 000 euros à Lyon dans 3, 4, 5 ans, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et donc c'est pour ça que le prix au mètre carré gonfle de manière claire et évidente, c'est-à-dire qu'on ne compare pas un prix au mètre carré sur un T2, un T3, un T5 ou un studio. Et là en l'espèce, on parle de T1 bis, c'est-à-dire qu'ils ont un espace chambre, mais juridiquement ça serait un studio. Voilà. Et après, la question de la revente, c'est est-ce que l'acheteur demain est content d'acheter? La personne à laquelle on revend, est-ce qu'il est content d'acheter? Aujourd'hui, l'hypothèse prudente qu'on a prise, c'est que chacun des studios dégage 15 000 euros net de tout de revenus par an. Si on met en vente chacun de ces studios à 255, 260 000 euros pièce, l'acheteur, avec 15 000 euros net de tout par an, ça lui fait un studio rue Mercière en plein cœur de Lyon qui dégage 6% de rendement net. Pour ceux qui connaissent un peu l'immobilier patrimonial, du patrimonial à 6% net, voilà. Allons plus loin, imaginons qu'on vende ça à 10 000 euros du mètre carré, donc on y revend 300 000 euros pièce, ça c'est une hypothèse très haute. On est toujours sur un patrimonial qui, à 15 000 euros, fait 5% de rendement net. Donc, un patrimonial studio rue Mercière à Lyon qui fait entre 5 et 6% net, il y a plein d'investisseurs qui seront très contents d'acheter ça, soit pour continuer à faire du Airbnb, soit pour loger éventuellement un enfant étudiant pendant 2, 3, 4 ans, puis remettre en exploitation Airbnb.
Donc le sujet, je donne un peu la question, c'est pas tellement c'est quoi le prix moyen, c'est est-ce que une revente dans 3 ans fera un acheteur heureux d'acheter au prix qu'on a chiffré. Nous, on a chiffré 8005 du mètre carré pour la revente. Il fait une très bonne affaire qui donnera du 6% net. Et puis s'il est un peu plus motivé et qu'il va au-delà, même à 300 000, il sera encore à 5%. Voilà. Après, ce qu'il faut, c'est faire attention à comparer des choses comparables. Aujourd'hui, quand vous parlez de prix au mètre carré, les gens oublient de compter tout ce qui est mobilier, tout ce qui est aménagement et tout ce qui va avec. Il faut quand même bien penser qu'aujourd'hui, vous êtes sur des appartements qui sont déjà prêts à être exploités. Voilà, et donc on a bien pris en compte l'ensemble du coût du mobilier, tout ce qui va avec. Ça, c'est quand même fondamental. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir un œil un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui réfléchissent sur leur stratégie personnelle de vie et qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir du temps libre et que c'est vrai que si vous avez quelqu'un qui prenons l'exemple, qui investit 300 000 euros pour acheter un appartement comme celui-ci et qui s'occupe de l'exploiter pour lui-même, ben c'est quand même un chiffre d'affaires de plus de 2500 euros par mois qui tombe. Et quand vous réfléchissez et que c'est vous qui faites le ménage et tout ce qui va avec, ben ça peut laisser effectivement 2000 et voire plus de rémunération mensuelle pour s'occuper d'un lot. Donc, du monde intéressé, il y en aura, c'est pas trop le sujet. En tout cas, c'est ma conviction personnelle. On va rebondir sur un point qui est le taux d'occupation qui a été pris en compte. Oui. Nous avons une régie qui s'appelle Make My Day. Make My Day, le site, c'est make-myday.net. Et aujourd'hui, on a 12 appartements en exploitation dans Lyon qu'on a exploité, qu'on a constitué depuis 2021, avec 3 premiers lots en 2021 et des lots suivants en 2023. On en a rajouté une dizaine, 9 en 2023. Donc on a une année 2024 qui est pleine. C'est la première année pleine. Et grosso modo, le taux d'occupation moyen qu'on a pris, c'est 60%. Les deux emplacements qu'on a aujourd'hui à la location, c'est la rue Sully dans le 6e, au 61 pour ceux qui connaissent. Donc on a 5 appartements là-bas et on a 7 appartements sur la montée Saint-Sébastien, dans un immeuble qui est au 27 montée Saint-Sébastien. Là aussi, c'est un local commercial qu'on a retapé et sur lesquels vous avez certainement vu sur la page projet d'Atoa avec les images du avant-après. Voilà l'esprit. Et ça nous permet de pouvoir valoriser et faire les simulations qu'on a faites pour la rue Mercière, où on a pris à peu près le même taux d'occupation et une nuitée moyenne à 10% supérieure du fait de la rareté de l'emplacement et de la qualité du bien. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très bien. Et pour donner un chiffre, Gilles, c'est 70% le taux d'occupation Que tu as pris, d'accord. qu'on a pris. Mais concrètement, voilà, c'est pas le. C'est baqué, oui, absolument. Par Pas des de. vrais chiffres et des vraies exploitations dans Lyon concrètes. Alors, petite question. Démarrage des travaux sans attendre le financement du projet. Alors, non. Je ne sais pas ce qui vous a laissé entendre ça. Non, non, il y a bien acquisition avant la fin mars de l'immeuble complet, donc de l'ensemble des lots, hein. Donc oui, peut-être pour bien préciser, contrairement au projet Croix-Rousse, ici, on n'achète pas un pourcentage de part dans une société qui fait l'acquisition de tout l'immeuble, mais on achète en direct un morceau de l'immeuble. Donc on va être en copropriété avec je crois qu'il y a trois autres acquéreurs des différents lots de l'immeuble. Donc on rentre directement en copro et on attaque les travaux dans la foulée. 5% de sortie, ça veut dire qu'on sort dans 3 ans avec un token à 47,5 si pas de revalorisation du bien. Alors, pas de revalorisation du bien, ça voudrait dire que le marché lyonnais se crache. Après, les 5% de sortie, c'est un success fee. Donc, dans success fee, il y a le terme success. Donc, si nous n'avons pas réussi à créer de valeur sur cet immeuble, non, il n'y aura pas nos 5%. Donc, effectivement, c'est à partir du moment où vous gagnez de la plus-value que nous gagnons un petit pourcentage de cette plus-value.
Après, enfin, en toute franchise, hein, on va pas faire de plan sur la comète, hein, mais vous avez vu le projet, vous avez vu comment il est monté, vous avez vu l'adresse. Je vais être un peu direct, mais si il n'y a pas de création de valeur sur ces appartements-là, il y aura des problèmes extrêmement graves partout en France sur le marché immobilier et la valeur d'un token Atoa sera votre dernière préoccupation. Enfin, là, vous voyez d'où on part, là où on va, le prix d'acquisition, l'adresse. Voilà, les probabilités que ça se produise, elles sont quand même extrêmement faibles. Et si à nouveau, si elles se produisent, c'est qu'il se passe des choses autrement plus graves ailleurs sur le marché immobilier. Alors, recours à l'emprunt si la somme souhaitée n'a pas été atteinte. C'est certainement pas. Non. Déjà, première chose, on est sur un projet exceptionnel, vraiment exceptionnel. Donc que ce soit sur le délai de collecte pour les travaux ou autre, on est confiant. Tout le monde est très enthousiaste autour de ce projet. Donc évidemment que s'il y avait la question d'avoir un recours à l'emprunt, on ne ferait pas ce projet avec 570 CI. Donc non, il n'y aura pas de recours à l'emprunt. Et oui. On est très fiers de ce projet et confiant sur le fait que il sera collecté sans problème dans les temps pour l'acquisition et le lancement des travaux dans la foulée. Alors, en vue du marché secondaire, les tokens seront-ils cessibles par fraction ou par minimum de une unité? Honnêtement, on n'est pas encore du tout à ce niveau-là de détail sur la mise en place du marché secondaire. Sur la première version registre de titres, ça sera par unité entière, parce qu'à un moment donné, il faut que ça reste gérable. Sur le marché secondaire facilité, la question pourrait effectivement se poser, mais on a le temps de travailler ce point-là et de le travailler évidemment avec des clients. Alors après, il y a une question sur la fiscalité pour des particuliers, fiscalité des cryptos ou de l'immobilier. Aujourd'hui, je pense qu'on avait répondu de manière assez claire qu'effectivement, et donc, il s'agit enfin, les revenus qui vous sont reversés régulièrement sont des revenus de type financier. Donc aujourd'hui, imposables à la flat tax. Après, je ne sais pas si tu veux dire un mot, Mehdi. Donc après on a travaillé déjà avec un fiscaliste, on en a une autre qui est en train de travailler le sujet. Oui. On essaie de vous amener des choses qui optimisent encore ça, mais le cadre aujourd'hui, c'est que ce sont des revenus de valeur mobilière, donc que ce soit les revenus ou la plus-value à la revente sont taxés à la flat tax, qui jusqu'à maintenant, alors sauf pour certains d'entre vous, est à 30%. Pourquoi faites-vous le choix de revendre au bout de 3 ans? Avez-vous prévu des conditions déclenchant la vente? Pourquoi ne pas conserver les biens pour les exploiter en Airbnb durant de longues années? Donc ça, c'est... Tu veux que je réponde? Bah vas-y, oui, si tu veux reprendre. Alors, il y a le premier sujet que pour l'économie du projet, de profiter des frais de marchand, c'est-à-dire 2,5%, c'est plus intéressant que de payer des frais de notaire de 7,5%. L'obligation qui est liée, c'est de revendre dans les 5 ans des appartements. Le deuxième point, c'est que on attendra nécessairement que le marché soit porteur et du coup on pense pouvoir le vendre dans 3 ans, mais la fourchette c'est effectivement 3 à 5 ans. Le troisième point, c'est que en ce qui concerne la plus-value des investisseurs, plus le temps est court, plus le rendement du projet est important pour vous, investisseurs. C'est pour ça que dès qu'on sera en capacité de vendre cher ces appartements, on le fera. Et pour ça, on estime qu'il faut une bonne année à 2 ans de loyer pour expliquer à l'investisseur qu'on est capable de louer les appartements à tel prix avec un historique à communiquer. Ça, c'est le premier point. Et le second point, on s'attend aussi à ce que le marché ne soit pas hyper porteur avant 2 à 3 années. Et c'est pour ça qu'on se dit que c'est un horizon qui nous semble le plus cohérent. C'est clair. Alors ça, c'est une bonne question. L'investisseur sera-t-il privilégié pour la location d'un de ses logements? Aura-t-il un avantage par rapport au client Airbnb lambda? Bah, ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on a un peu moins communiqué ces derniers temps, mais c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite mettre en place, que vous puissiez, donc en tant qu'investisseur à toi, profiter de la location des lots en Airbnb qui seront dans le parc à toi.
Donc oui, je pense que ça serait une bonne occasion avec ce projet de se repencher sur cette idée et de voir concrètement comment on peut mettre ça en place. Alors, déjà, première chose, vous pourrez ne pas passer par Airbnb Booking, mais Oui, directement via Make My Day, ce qui vous fera un accès à un tarif plus intéressant, puisqu'on évite par ce biais-là la facturation supplémentaire de ces plateformes. Euh, et alors, le deuxième sujet, dans ce qu'a évoqué Guillemette, on va effectivement travailler sur ce sujet-là, mais ce ne sera jamais un sujet lié à une remise. Pour une raison extrêmement simple, c'est que notre investisseur qui habite à Berlin et qui aura l'occasion une fois dans les 10 prochaines années de passer à Lyon et de profiter d'une remise, lui, ce qui l'intéresse, c'est que son bien fasse du rendement. Et celui qui vient tous les ans ou en déplacement professionnel pendant un mois, qui va louer ça avec une remise parce qu'il a acheté un jeton de 50 euros, ben, ça va handicaper le rendement qui est reversé à celui qui est à Berlin. Donc on aura un sujet d'avantage, mais qui ne sera pas structuré autour d'une remise sur le prix, mais un peu de la façon dont on va occuper et payer son occupation. Voilà. oui, Donc il y a un enfin, sujet, oui. Mm. Oui, non, un sujet l'idée, là-dessus, mais c'était pas comme vraiment ça. ça. C'était de pouvoir utiliser ces revenus à toi aussi pour pouvoir réserver des biens dans le parc. Alors, prochaine question. Du coup, à la sortie, vous revendez seuls les lots acquis ou les trois propriétaires vendent l'immeuble entier? Alors, effectivement, il y a des stratégies différentes selon les différents lots. Euh, je sais pas, Gilles, si tu veux en dire un Ah, mot. volontiers. L'étage numéro 1 et l'étage numéro 2 dans son côté rue. Donc, on va dire qu'on parle de à peu près 250 mètres carrés qui seront exploités en Airbnb par quelqu'un qui l'acquiert pour l'exploiter à très long terme. Donc, sur le R+1, R+2, la réponse est non. Ça sera pas revendu. Le rez-de-chaussée, c'est des locaux commerciaux, c'est pas revendu. Le dernier étage est acquis par des gens qu'on connaît aussi et ne sera pas revendu. Donc, il ne reste que les lots d'Atoa du R+3 et les autres appartements qui sont achetés par une structure pour faire une petite opération de marchand de biens également. Donc oui, l'objectif, c'est d'avoir une dizaine de lots, je pense, qui seront en revente en marchand. Ça Dont, existe tout à fait 10 lots qui vont être vendus dans les 2 années à venir, donc qui ne seront pas en face du marché d'Atoa. mm, Ça, c'est le mm. premier point. Voilà. Et dont des logements, enfin du pur logement et peu de, Exactement. peu de surface commerciale. Ouais. Il n'y en aura pas. En fait, ce ne seront que des logements qui seront revendus et pas des appartements Airbnb, puisque les seuls qui pourront être revendus, ce sont ceux d'Atoa. Parfait. Justement, ça c'est lié à la loi dont on a parlé tout à l'heure, la loi Airbnb qui nous oblige à avoir un minimum de 50% d'appartements dans l'immeuble. Ok. Alors, question. Si ce projet finit dans 3 ans, pourquoi on paye 5% droit de sortie si on reste et qu'il n'y a pas un autre projet en cours avec 570 easy? Ça sert à quoi de garder cette somme d'argent bloquée chez vous? Alors non, l'objectif, on a bien refait le point aussi avec 570 easy, hein, c'est que on puisse vous proposer, donc pour les clients 570 easy, des projets très régulièrement. Donc, il n'y a aucune raison, notamment, bon, j'espère, dans 3 ans, que cette somme, vous ne puissiez pas la réinvestir rapidement une fois sorti du projet. Et de toute façon, l'argent n'est jamais bloqué chez nous. Quand elle vous est reversée, elle est donc versée sur votre compte personnel sur la plateforme et vous pouvez en un clic demander le virement sur votre compte bancaire, sur votre banque traditionnelle. Il n'y a pas d'argent bloqué chez nous. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question, mais Et après, on va être précis, hein, il n'y a pas de droit de sortie. Il y a un travail assez énorme sur ce projet-là de pilotage de travaux qui va nécessiter beaucoup de temps de travail. Et sauf que à ce que la loi change, quand on travaille, on est rémunéré. On avait donc le choix
de facturer ce travail-là dans le business plan en assistance à maîtrise d'ouvrage. De dire, bah voilà, ça va coûter tant d'heures de telle personne d'aller piloter ce travail-là. Et même si on adore nos clients, on ne peut pas tout offrir. Et donc, on a fait le choix, au lieu de facturer ce travail-là en cash, de le facturer en partie du projet pour être dans le même bateau. Voilà, donc c'est pas du tout des droits de sortie. Oui, c'est pas des droits de sortie. Voilà, une rémunération sous forme d'une partie du projet pour un travail colossal de pilotage et de suivi pour vous livrer quelque chose qui donnera le rendement qu'on a affiché et on espère même mieux. Question pour les non-résidents. Il faut regarder localement. Alors après, pour la Belgique, on peut jeter un œil et vous répondre, hein. Mais effectivement, ça dépend de votre législation locale. Et c'est à vous de faire votre déclaration. Tant qu'on laisse nos cryptos, nos revenus sur votre plateforme pour les réinvestir sur notre projet, pouvons-nous échapper à la flat tax? Alors, c'est une très bonne question. La réponse, pour moi, pour maintenant, est non, puisque que ce soit les revenus qu'on verse, même si demain c'était des revenus reversés sous forme de crypto, je vous rappelle que pour ceux qui connaissent la crypto, quand on fait du stacking, les revenus qu'on touche toutes les minutes du stacking sont déclarables au Trésor public, même si beaucoup de gens ne le font pas. Ce qui sera possible demain, c'est sur le développement qu'on vise pour 2026, éventuellement, effectivement, d'échanger une partie de son portefeuille contre des jetons d'un autre projet et donc finalement de faire tourner ça en vase clos. Mais on sera toujours redevable de l'impôt à la sortie. Hein, je dis souvent qu'il n'y a que deux choses qui sont certaines, c'est qu'on va mourir et qu'on va payer l'impôt. Voilà, donc à la sortie, le Trésor public sera toujours là et de toute façon, c'est bien normal. Est-ce qu'on a réfléchi à la possibilité de racheter les tokens directement pour les reproposer aux clients? Oui, on a effectivement réfléchi à ça. Ça fait partie des options qu'on envisagera pour le futur. Simplement, ça nécessite d'avoir à disposition une trésorerie conséquente, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Et on ne souhaite pas donner une illusion de liquidité, ce qui a été le cas sur le marché des SCPI quand tout allait bien. Et puis là, quand les choses ont commencé à moins bien se passer, tout à coup, on s'est rendu compte que non, c'était pas du tout un placement liquide. Voilà. Mais ça fait partie, effectivement, le rachat par l'émetteur des options qu'on aura sur la table. On espère, comme Mehdi vous l'a expliqué, pouvoir rapidement mettre en place des solutions pour permettre la revente des tokens. Par ailleurs, comme vous avez dû le remarquer et vous allez le voir sur les prochains projets également qu'on va proposer, on est plutôt sur des durées courtes à moyen terme pour le moment, ce qui limite aussi les besoins normalement de revente. Donc, les deux combinés devraient faire en sorte que la liquidité ne soit pas trop un sujet jusqu'à ce qu'on ait vraiment notre solution marché secondaire complète en place. Merci beaucoup, Anthony, pour le petit témoignage. Alors, comment ça se passe au niveau des revenus mensuels? Est-ce que ça dépend de l'occupation et ça change chaque mois ou c'est lissé dans le temps? Honnêtement, c'est une bonne question. Jusqu'à maintenant, sur l'ensemble de nos projets, on a tâché d'avoir un lissage et une forme de régularité. C'est qu'on n'a pas particulièrement réfléchi à ce point-là. En tout cas, la chose qui est certaine, c'est que si on est sur un système où il y a une forme de régularité, il faudra forcément qu'il y ait à minima un mois dans l'année où on solde tout ça au réel. C'est une bonne question. On va y réfléchir et on fera le retour là-dessus. Le naturel voudrait que ce soit au réel. Après, effectivement, c'est pas toujours simple de suivre son portefeuille quand il y a des grosses variations d'un mois sur l'autre. Ouais. Euh, on Mais prend là, le ça temps va de être
effectivement, ça va être un vrai sujet sur cet immeuble puisque on va mettre en route une activité courte durée qui va donc monter en puissance normalement au fil des mois, mais qui va également subir la saisonnalité, on va avoir des périodes probablement début d'année un petit peu plus creuses, et ensuite ça va remonter printemps et été. Donc faut qu'on voit comment on gère ça. Est-ce que vous avez alors, est-ce qu'on a épuisé les questions? Est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient en poser, qui n'ont pas eu l'occasion de le faire avant qu'on clôture la séance? Normalement, oui, on devrait être prêt pour la fête des Lumières. Il a dit, bien sûr, c'est voilà, Ouais, c'est vrai, c'est un bon point. le côté au réel, voilà, que ce soit au moins le mois ou soldé à l'année, mais voilà, évidemment, il faut qu'on soit sur quelque chose qui, dans l'immédiateté ou à un horizon régulier, soit effectivement parfaitement tourné sur la réalité de l'exploitation. On est parfaitement d'accord. Bah, écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup de votre présence, de vos nombreuses questions. Voilà, il est 13h32. Il y a peut-être des gens qui sont pas au webinaire qui râlent parce que l'opération n'est pas encore ouverte. Donc, on va s'en occuper tout de suite. Et on reste bien sûr à votre disposition pour si vous avez des questions ou des précisions qui vous reviennent. Très bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci, bon après-midi.